autant de monde sur le plateau. Alors moi non plus, ça peut être rassurant. On affiche complet. Géraldine Métifeux, Alter Égal, Mireille Wimbert des établissements Mireille Wimbert. Merci. On a Marc Templeman de Cashbee et Christian Fontaine du magazine Le Revenu. Là, on peut dire qu'on a le all-star du journalisme patrimonial à cette table. Bon, c'est très bien. La première chose qui vous vient à l'esprit, Mireille, on va peut-être commencer par vous, quand vous pensez au vote du budget. Moi, je sais pas, je me disais, on aurait pu avoir pire. Oui, on aurait pu faire d'immenses bêtises, pour pas dire plus, et qui auraient un impact très long sur vos finances personnelles. On a l'impression qu'on a pris des mesures ponctuelles, symboliques, qui n'auront pas trop d'impact dans l'immédiat, mais on sent que les lignes peuvent encore bouger dans les mois à venir. Donc finalement, c'est le cas de figure inverse qui est en train de se présenter. Oui, on a craint le pire parce que pendant ce budget, vous savez, il y a eu un certain nombre d'amendements, ça allait dans tous les sens. Finalement, ce qui s'est passé, les ménages ont été plutôt épargnés. Plutôt, on va le voir après, c'est pas tout à fait vrai pour tout. Et c'est plutôt les entreprises qui ont été taxées. Il y a une surtaxe sur l'IS, il y a la CVAE qui devait baisser, qui baissera pas. Bon, enfin voilà. Donc c'est les entreprises qui sont mises à contribution, les particuliers plutôt épargnés. Dans ce paquet, il y a quand même les prélèvements sociaux qui augmentent. Et ça, on n'avait pas vu ça depuis que Macron a été élu en 2017. Il n'avait jamais bougé ses prélèvements sociaux. Je vous rappelle que sous François Hollande, il a fait un quinquennat comme tout le monde. Dans son quinquennat, les prélèvements sociaux ont été augmentés 4 fois. Donc là, c'était plutôt stable. Et là, ça repart à la hausse. Et ça donne un signal, pas nécessairement un très bon signal. Parce que ça touche quand même un certain nombre de placements. On va le voir après. Géraldine Métifeux, votre sentiment aussi, le signal est mitigé, ou il y a quand même quelques avancées qui font dire, on a échappé au pire, puis on a pu sécuriser un certain nombre de choses. Après, on est un peu entre deux. C'est-à-dire que depuis 24, on n'est plus vraiment sur un truc très classique. On n'a plus vraiment de pilote dans l'avion, donc c'est un peu le bazar quand même. Mais là où je suis moyennement d'accord avec Mireille, je trouve que les ménages fortunés, et notamment cette taxe sur les holdings, me stressent un peu plus. Ah oui. Quand on est concerné, on trouve ça beaucoup plus embêtant. Sur les prélèvements sociaux, je trouve que le signal qui est envoyé, effectivement, il peut être mitigé, sauf qu'en fait, par définition, ça ne concerne pas les résidents étrangers. Donc je trouve que pour les investisseurs étrangers, ça laisse quand même une perspective qu'on vous veut quand même. Après, ça donne aussi le signal de quoi ? Que notre problème, c'est la dette sociale et que du coup, on s'axe là-dessus. Et pour une fois, on ne taxe pas fondamentalement le travail. Donc c'est mitigé, oui, non, on attendra de voir. Après, franchement, on a tous connu le truc à 0,1, non ? Donc voilà, enfin tous, sur le plateau, on a tous son âge d'avoir connu très peu de prélèvements sociaux. Et donc, effectivement, c'est hallucinant, ce montant-là. Christian Fontaine, du magazine Le Revenu, s'il y avait une phrase que vous deviez retenir un petit peu de cette loi budgétaire, de l'impact que ça va avoir sur nos finances personnelles, ce serait quoi ? Ce serait une mesure précise ? Ce serait un aspect... on va dire plus symbolique dans les mesures qui ont été prises ou... Alors d'abord, c'est un écœurement global, mais ça, on pourra y revenir. Et puis surtout, c'est un très mauvais signal, et un très mauvais signal pour les particuliers aisés. Ça fait à peu près plus de 50 ans que tout ministre des Finances confondu, qu'il soit de gauche ou qu'il soit de droite, s'efforce de guider l'épargne des Français de placement à taux fixe vers l'économie productive, vers les actions. Et là, qu'est-ce qu'on fait ? On augmente les prélèvements sociaux. C'est la fameuse flat tax à 31,4%, mais on l'augmente sur quoi ? On l'augmente sur le PEA, on l'augmente sur le compte titre, on l'augmente sur les dividendes, on l'augmente sur des placements qui commençaient à fonctionner. Enfin, qu'est-ce qui a changé en France en matière d'épargne depuis le Covid ? C'est qu'il y a des millions de jeunes Français qui ont pris leur argent en main et qui se mettent à investir sur les marchés financiers. Et là, on leur dit, notamment pour leur retraite, et là, on leur dit, la peine ne sera plus de 30%, mais qui était déjà quand même un taux significatif, mais de 31,4%. Donc franchement, la flat tax n'est plus flat. Alors, la flat tax n'est pas progressive, donc elle est toujours flat, mais d'abord, on complexifie considérablement les choses, puisque maintenant il y aura deux taux de flat tax pour les produits financiers, on s'en sort plus, et je vous passe même sur la date d'entrée d'application de cette hausse de taux, c'est dantesque, c'est vraiment ubuesque, mais surtout on taxe, je dirais, les placements vers lesquels il faut aller, les actions, le compte titre ordinaire, le PEA, etc. Donc un écœurement global sur la pauvreté du débat et sur le fait que
on n'a plus de politique fiscale sur le fait aussi que tous les débats ont porté sur la répartition du ghetto, alors qu'on ferait mieux de porter les débats sur comment on augmente la taille du ghetto. Les Français n'ont jamais été autant taxés, aussi bien les grandes entreprises que les épargnants aisés, et il n'y a jamais eu autant de laissés pour compte et de pauvres et de revendications légitimes sur le pouvoir d'achat. Donc on voit bien que taxer davantage les riches ne marche pas, en fait. Ça ne redistribue pas aux pauvres. Donc portons le débat vraiment sur le vrai sujet qui est l'augmentation de la taille du ghetto. Jamais vu autant de personnes autour de ce plateau, jamais vu Christian Fontaine partir dans les tours comme ça. Mais oui, non, mais bon, parfois il faut parler. Ouais, voilà. Marc Tempelman, peut-être un mot de la fin pour terminer ce tour de table sur... je vais me faire l'avocat du diable. Allez-y. Ouais, bon, ça va, la flat tax... la taxe sur les holdings, on va taxer les 2 derniers yachts qui ne sont pas immatriculés aux Bahamas, etc. Ouais. Bon, globalement, on s'en sort pas trop mal. Alors moi je suis dans les mêmes tours, hein, juste Oula qu'on soit clair sur ce sujet. Non, bienvenue, allez-y, on y va. Je pense qu'au-delà de tout ce qui a déjà été dit, il y a pas mal de mesures qui ont été tablées qui finalement n'ont pas été appliquées. Donc on peut se dire, ah bah chouette, au moins on n'est pas allé trop loin, ce qui est un peu votre question provocatrice. Cependant, moi je dirais cependant, virgule, ça montre qu'il y a un certain nombre de sujets qui sont discutables et qui pourraient tout à fait revenir. Et parmi nos clients, certes les plus fortunés, il y en a plein qui se disent, d'accord, me forcer de sortir de mon PER à l'âge de la retraite, ok, ça on l'a enlevé, mais ça reviendra peut-être. La taxe sur les holdings, je rejoins ce qui a été dit, oui, ça concerne peut-être une petite tranche de notre clientèle, mais cette tranche-là, elle est mobile, elle peut partir. Et donc, quand on veut favoriser l'investissement dans l'industrie, favoriser l'investissement sur le long terme, dans des actifs certes risqués, mais qui sont censés rapporter plus dans le temps, eh bien, je pense qu'un certain nombre de ces mesures vont dans le sens contraire, et je rejoins parfaitement la remarque qui a été faite, non seulement ça, mais en plus on a complexifié un système qui était déjà très dense. Ouais. Et donc pour s'y retrouver, autant vous dire que pour préparer cette émission, moi j'ai passé des heures. Parce qu'il y a exception. Tu ne seras pas remplacé immédiatement par l'IA. Il faut le côté quand même assez positif de ton travail. En plus, l'IA, quand vous lui posez des questions sur cette thématique, elle hallucine complètement. Donc, non, franchement, j'espère qu'elle dira d'écouter TPI parce que nous, on est clair. D'abord, mais la complexité est allée très très loin. Elle était déjà bien lourde avant. Et ne serait-ce qu'une instabilité fiscale, ça force, ça complexifie la prise de décision sur le long terme, que vous soyez un individu ou une entreprise. À tel point qu'Olivier Jeanneret, qui était justement à ce micro hier, qui commençait à faire un petit peu l'apéritif de cette spéciale, a quand même terminé l'année. C'est vrai que c'est une vidéo qui a fait pas mal de vues, mais où il nous disait qu'il y a certaines familles aisées qui venaient le voir en disant « moi je veux bouger, je veux sortir mes capitaux de France » et qui leur dit « mais attendez, vous allez payer plus d'impôts dans tel pays ». Mais je m'en fiche, au moins il y a de la visibilité. Parce que là-bas c'est clair. Et c'est constant dans les avocats fiscalistes n'ont jamais eu autant de consultations et de demandes d'informations. Il y a eu la mandature Hollande quand même. Oui, c'est vrai. Mais ça redémarre. Il suffit de voter correctement en 27, c'est pas hyper compliqué de régler ce problème. Oula, on est sur un autre débat là, effectivement. Non, on va rentrer sur le détail des mesures et on va commencer avec vous, Mireille Humbert. Pas d'année blanche, dites-donc. Non, pas d'année blanche. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour les contribuables, justement. Pour les modestes qui, du coup, pas d'année blanche, ça veut dire que le barème de l'impôt sur le revenu est revalorisé de 0,9% du montant de l'inflation. Ça veut dire qu'il y a 200 000 ménages qui, sans ça, seraient rentrés dans l'impôt, les ménages modestes. Eux, ils vont pouvoir continuer à être épargnés. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et les prestations sociales, pareil. Revalorisation des prestations sociales. Donc les retraites ont été revalorisées au 1er janvier, pareil, 0,9. C'est ça. Et puis toutes les autres prestations sociales seront revalorisées du même montant en 1er avril. Bon, ça c'est un facteur technique. Pas d'économie sur ce point-là. Ouais, très bien. Christian Fontaine, il y a un truc dont on a pas mal parlé ces derniers mois. C'est cette flat tax qui est plus flat. Donc, on va regarder dans le détail ce que ça touche. Mais globalement, ça se joue à quelques points de base. Mais, on le redit, c'est sur des placements de très long terme qui sont censés concerner une part très croissante de la population. Je pense notamment au PER, vu que on doit obligatoirement trouver un système de complément par capitalisation, chacun à son niveau, pour épauler le système par répartition qui est en train de sérieusement battre de l'air. Il y a également des tendances démographiques là-dedans, mais finalement, cette hausse de la flat tax, ce sera sur le PER que ça se jouera le plus, ou est-ce que vous pensez que
justement, du côté des assurances vie, on va avoir des investisseurs prudents qui vont dire « Ok, bon, je vais encore plus faire de la gestion long terme ». Non, alors, je pense que ce qui est important, c'est le signal. C'est pas les 1,4 points. Voilà. Le signal, ça montre quoi? Ça montre qu'on taxe, je dirais, des investissements qui, et vous le dites régulièrement sur votre antenne et aux revenus aussi, qui sont parmi les plus profitables et surtout des investissements. La bourse aujourd'hui et le placement en actions est le seul placement qui peut offrir à long terme une rentabilité à la hauteur des enjeux, notamment en matière de retraite. Et donc là, le signal envoyé, je dirais, aux investisseurs est très mauvais puisqu'on taxe davantage le compte titre ordinaire, le PEA, les actions, les obligations, même aussi, il faut le savoir, les intérêts des livrets bancaires. Donc ce qui compte, voilà, c'est le signal, c'est le manque total aussi de cohérence dans cette politique fiscale. On n'a plus de... Alors, même si là, c'était le projet de loi de finances sur la sécurité sociale, mais on n'a plus de politique fiscale, en fait, aujourd'hui. Simplement, il y a une situation d'urgence compte tenu de nos déficits budgétaires et puis de l'endettement, et donc il y a une chasse à la dépense fiscale, et ça ne peut pas tenir lieu de politique. Donc c'est pour ça effectivement que tous les sujets fiscaux, les sujets liés notamment à la donation, à la succession, bon, on va certainement y revenir dans le cadre de l'élection 2027. Concernant le PER, il y a quand même un petit détail de mémoire, c'est qu'en fait, un petit détail positif de mémoire, on passe de 3 ans à 5 ans sur la possibilité, donc ça c'est un peu technique, mais en gros, si aujourd'hui vous ouvrez un PER, vous allez pouvoir davantage défiscaliser si vous n'avez pas encore versé sur un PER. Donc ça c'est plutôt bien, parce qu'en fait les plafonds pour le PER de défiscalisation sont relativement bas, donc vous allez pouvoir utiliser le plafond d'épargne retraite qui n'a pas été utilisé sur 5 ans, alors qu'avant c'était 3 ans. Par contre, effectivement, et là je terminerai sur ce qui a été dit auparavant, il y a une autre menace qui pour l'instant n'a pas été mise en œuvre, en exécution, c'est effectivement l'obligation de clôturer ce contrat à 70, 75 ou 80 ans. Bon, ça on va y revenir, mais là aussi en fait compte. Le PER, oui, bien sûr le PER, il y avait des trous dans la raquette, mais le Trésor public le savait parfaitement. En fait, les trous ont volontairement été laissés pour rendre le placement intéressant, tout simplement. Et si n'oublions pas que le PER, c'est pas moins d'impôts, c'est un report d'imposition. C'est-à-dire qu'en fait, que dit le législateur? Le législateur dit, ne payez pas vos impôts tout de suite, vous les payerez dans 5, 10, 15 ou 20 ans, et en attendant, placez cet argent et les petits vont tomber dans votre besace. Donc ça, c'est un principe absolument génial pour lequel, d'ailleurs, le PER doit être un placement qu'il faut ouvrir très jeune et pas attendre sans doute 50, 55 ans. Avec encore la durée pour compléter, Christian, il y a c'est pas quand vous ouvrez votre PER, c'est-à-dire que si vous utilisez chaque fois un plafond et que vous n'avez pas utilisé la totalité des plafonds des années précédentes, vous pouvez l'utiliser. C'est-à-dire que quelqu'un qui a un PER mais qui a utilisé son plafond annuel classique mais qui n'a pas pris les plafonds précédents, il peut le faire. Oui, alors attention, parce qu'en fait, le mode de calcul, en fait, le mode d'utilisation des plafonds est assez complexe. Alors, il est assez complexe, il dépend de l'épargne salariale, il dépend de beaucoup de points de vue. Vous pouvez prendre forcément votre revenu, votre revenu d'imposition précédent, mais ça peut jouer quand même pour des gens, y compris qui en ont déjà et qui, cette année, n'auraient pas mobilisé leur plafond précédent. C'est juste une petite précision. Papier, crayon, téléphonez à votre notaire après l'émission, vous réécoutez. Votre conseiller en gestion de patrimoine, non, plutôt, non? Aussi. Les deux. Il faut être précis, toujours. Il y a une autre mesure sur le PER. Dites-moi. Donc le PER, c'est ce que disait Christian, chaque année, on a un plafond individuel. Le mien, c'est, quand on travaille, c'est 10%, quand on est salarié, 10% de vos revenus. Si je gagne 50 000 euros, je peux investir 5 000 euros, 10% de mes 5 000, et c'est déductible de mon revenu imposable. Donc ces 5 000 euros, finalement, ils échappent à l'impôt. Donc ça, c'est super avantageux. Voilà. Ce plafond-là, ces 5 000 euros, je l'ai chaque année en fonction de mon revenu. Et donc, ce que disait d'habitude, je pouvais prendre mon plafond de l'année et les 3 d'avant. Maintenant, j'ai les 5 d'avant. Donc, c'est super. Je peux défiscaliser plus. Le seul bémol, c'est que du coup, les gens qui seraient susceptibles de faire ça sont les gens qui ont de l'argent. Or, les gens qui ont de l'argent, là, on est en train de leur dire, le PER, c'est un produit pour les riches, entre guillemets, et donc on va le taxer plus. Donc, ces gens-là mettent de l'argent beaucoup maintenant, et puis, en cours de route, on va leur dire, on va changer les règles du jeu. Tu vas plus pouvoir... Donc ça, c'est une première alerte. On verra ce que ça donne. C'est plutôt bien qu'il y ait 5 plafonds lieu que 3, mais attention, ça va peut-être pas être une ruée vers l'or. Et il y a une deuxième mesure, je voulais vous en parler, sur le PER. Ça, c'est moins avantageux. Aujourd'hui, on pouvait faire des versements longtemps, et ces versements bénéficiaient de l'avantage fiscal. Là, la loi de finances donc dit
cette fois, à partir de cette année, les gens qui ont 70 ans et plus ne pourront plus faire de versement défiscalisé. Donc ça ne sert plus à grand-chose à partir de 70 ans. En tout cas, vous n'aurez plus d'avantage fiscal si vous versez sur votre PER. Donc, si vous voulez de l'avantage fiscal, arrangez-vous pour verser avant 70 ans. Alors, on considère aussi pour un produit retraite, c'est pas. Alors, voilà, je sais que ça enquiquine beaucoup de mes confrères, mais pour un placement retraite, dire qu'on considère qu'à 70 ans, oui, ça me paraît pas mais délirant. Vous savez bien que les gestionnaires de patrimoine dont vous faites partie, on adore faire des micmacs, trouver des solutions, etc. Non, puis pas exclure aussi le fait que la durée de vie, elle augmente. Je ne me sens pas concerné par le micmac. Non, bien sûr. Mais il faut le dire aux gens. Aujourd'hui, on pouvait, à 70 ans, vous versiez, vous pouviez déduire. Là, vous ne pouvez plus. On le garde encore comme une petite transmission, ce qui n'est pas si mal. Et ça pourrait... on verra si ça tient. Je suis d'accord avec vous, et je suis bien d'accord avec vous qu'encore une fois, on se revoit avant 27 pour savoir qui vote quoi. Forcément. Alors, il y a des entrepreneurs qui nous écoutent et il y a des mesures qui sont alors vraiment très très pointues et nominales pour à étudier et regarder un petit peu les conséquences que ça va avoir sur vos avoirs. Mark Templeman, on a quand même modification du pacte Dutreil et ça, on va en reparler, modification des apports-cessions. Parce que Olivier Jeanneret, hier, du cabinet du Rock Partners, n'était pas d'accord. Il disait oula, ça risque de coincer et ça risque de devenir un désavantage. Mark Templeman, si on peut résumer les choses, pour le chef d'entreprise, qu'est-ce qui va changer ? Résumer les choses, ça va être complexe parce que on a le temps. Mais on va y parvenir. Non, c'est effectivement, ils sont clairement visés. Contrairement à l'épargnant individuel qu'on a essayé, tant que faire se peut, de protéger, et notamment pour les revenus plus bas. Parce que oui, les revenus hauts sont affectés quand même. Pour les entreprises, la transmission d'entreprise, très clairement, un certain nombre de trous qui avaient probablement été laissés là aussi de façon délibérée pour justement permettre aux entreprises, notamment familiales, de transmettre et d'assurer la continuité de l'activité, voire la croissance de l'activité, sans que cela soit forcé à l'arrêt par une fiscalisation trop importante. Et un certain nombre de changements dont vous venez de parler qui affectent très clairement ce secteur, ce segment de personnes imposables. Donc eux, ils sont vraiment très affectés. Ouais, vous pensez que ça peut vraiment nuire au processus, carrément notamment, je pense notamment aux entreprises familiales qui souhaitent transmettre à la succession. Je sais qu'il y a encore des dispositifs qui les permettent, mais la vie, ça a été très fortement serré. Géraldine, vous nous disiez c'était la semaine dernière ou la semaine d'avant que justement la rationalisation de ce concept d'apport-cession. Oui, sur l'apport-cession, c'était pas sur Dutreil, c'est sur l'apport-cession que mon propos portait. Et vous nous disiez que c'était une bonne chose à ce moment-là. Et est-ce qu'on peut rappeler pour quelles raisons ? D'abord parce qu'il a beaucoup évolué entre le moment où il a été créé et on va dire fin 25. Il y a eu beaucoup d'ouverture sur tout et pas, je dirais pas n'importe quoi parce que c'est pas gentil pour les petits camarades qui vendent des produits, mais tout était possible en termes de réinvestissement pour permettre de pas payer, pour avoir ce report d'imposition ever. Les durées sur lesquelles on devait investir étaient quand même pas très très longues. Le montant qu'on devait investir était finalement moins important qu'à la création de l'apport-cession. Donc là, effectivement, c'est effectivement durci, puisque maintenant, il faut remployer 70% pour bénéficier de ce report d'imposition. Voilà, c'était 50 les actifs, auparavant. Exactement. 60 auparavant, puis ça a même été 50. Ça a même été 50, mais conservation des actifs, ça a été porté à 3 ans au lieu de 2 ans. Et la durée de conservation, et c'est plutôt ça qui va jouer pas mal dans le remploi et dans les produits auxquels vous devrez faire attention quand vous devrez remployer l'argent. C'est globalement, c'est porté à 5 ans, là où on arrivait 1 an parfois. Donc, mais ce que je disais et ce que je redis, c'est qu'il y a une certaine logique. C'est-à-dire que comme le but, c'est quand même de ne pas payer d'impôts parce qu'on continue de participer à la vie économique française, qui est très logique. Du coup, on remploie une partie de son argent gagné dans la vie économique. Du coup, on ne paye pas d'impôts. C'est légitime. Je veux dire, moi, ça me va bien. Mais quand au bout d'1 an et qu'on investit dans 3 bouts de trucs, on a le droit de reprendre son pognon et personne ne paye, ça me paraissait quand même un tout petit peu excessif. Donc, je ne veux pas du tout porter préjudice au concept. Je dis juste que ce qui est fait là peut permettre au contraire de le pérenniser et au contraire de solidifier quelque chose que je ne vois pas quelqu'un demain remettre en cause, quelque chose d'ultra légitime dans ce qui est porté là. Et je comprends que ça puisse heurter, et en même temps, je pense que c'est le moyen de le pérenniser. Là où sur le pacte Dutreil, j'ai plus de doutes. Là où sur la taxe sur les holdings, on y reviendra peut-être, j'ai plus de doutes. Et là où j'attends avec ferveur la décision du Conseil constitutionnel, parce que j'attends de voir comme si tout ce qu'on se dit là va être validé par notre ami le Conseil constitutionnel. Je ne suis pas certaine, moi. Eh bien, on refera une spéciale s'il y a du changement. Conseil constitue. Ouais, non, mais comme on dit, une info, un démenti, 2 infos, c'est toujours bon. Mark Templeman, je vous voyais réagir justement à cette histoire d'apport-cession et de pacte Dutreil. Non, sur l'apport-cession, je rejoins ce qui a été dit. Je voulais surtout
réagir par rapport au Conseil constitutionnel. C'est-à-dire qu'on est ravis d'avoir ce débat. En tout cas, moi je suis ravi. Il y a des choses qui sont ancrées et qui semblent immuables et dont on a déjà débattu, mais il me semble qu'il y a ce risque quand même qu'on parle un peu avant l'heure et qu'il y ait des requalifications ou des changements encore. Ou ils nous écoutent et ils se disent tiens, c'est pas bête ce qu'ils disent, on va effectivement faire ça. On va effectivement censurer toutes ces mesures. Si vous n'avez pas le temps, que vous êtes bloqué dans votre permanence, le week-end, replay, podcast, TPI, messieurs les députés, écoutez-nous. Christian Fontaine, l'attaque sur les holdings, bon, c'est vrai qu'on en a parlé, reparlé. Est-ce que c'est pas un petit peu bidon ? Non, mais je pense que ce qui est important, c'est de maintenir un cadre, je dirais, favorable, un business friendly, en fait, tout simplement. Alors, effectivement, il faut mettre fin à un certain nombre d'abus quand abus il y a. On a parlé un tout petit peu du pacte Dutreil. J'ai l'impression que sur le pacte Dutreil, en tout cas, écouter des avocats, l'essentiel a été préservé, et ça, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose pour le tissu de PME et ETI en province. C'est une bonne chose pour nos régions, pour nos terroirs. C'est une bonne chose pour la souveraineté nationale, pour éviter que nos entreprises ne passent aux mains, je dirais, d'actionnaires étrangers. Donc le capitalisme familial est bien adapté. Enfin, c'est Renaud Dutreil qui développe cette thèse, mais est bien adapté effectivement à la situation économique de la France, alors que les États-Unis sont davantage sur un capitalisme financier. Nous, on peut être davantage basé sur un capitalisme familial. C'est important que les centres de décision et les centres de recherche restent en France. C'est pour ça que ça me semble essentiel de maintenir, je dirais, la philosophie du pacte Dutreil, bien sûr, même si il faut mettre fin aux abus. Il me semble que là, l'essentiel, en tout cas au dire des avocats spécialisés, a été, je dirais, maintenu. Par contre, il est absolument certain que dans un pays qui pousse l'égalitarisme, enfin, on a bien vu dans ce débat fiscal avec la montée de cette jalousie française, de cette vieille jalousie française qui a refait surface, c'est sûr et certain que le pacte Dutreil va revenir sur la table. Il y aura d'autres coups de semonce contre ce pacte qu'il faudra défendre, et il y en aura d'autres. Il va y avoir les droits de succession, les droits de donation. Souvenez-vous, ça avait été d'ailleurs la mesure économique phare de la précédente campagne d'Emmanuel Macron. Finalement, il n'y a rien qui a bougé. Donc ça aussi, c'est des sujets fiscaux qui vont revenir sur le devant de la scène, très certainement, dans le cadre de la campagne pour 2027. Mireille Wimbert, le mot de la fin, parce que... Donc le pacte Dutreil, on l'a dit, ça sert effectivement à transmettre une entreprise avec une fiscalité vraiment très très allégée. Je voulais quand même dire qu'il est dans l'œil du viseur de la Cour des comptes depuis très longtemps, et qu'il y a eu, donc là, effectivement, dans ce projet de loi, c'est assez préservé. Il y a un délai de conservation une fois qu'on a reçu l'entreprise qui est allongé de 4 à 6 ans, mais surtout une proposition de loi qui a été déposée le 23 décembre, je crois, 2025, qui va être examiné en 2026 et qui est assez sur la ligne de la Cour des comptes. Donc ça pourrait encore bouger. Et donc, j'allais dire, les gens qui ont envie de transmettre leur entreprise, c'est peut-être le moment, si vous y pensez, c'est de le faire assez rapidement. Voilà, avant que ça redevienne incertain.